Slobodan est écrivain suisse d'origine serbe. Vous êtes également le cofondateur et le directeur des éditions Xenia. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur notamment du Valais mystique, livre pour lequel Jean Raspail écrira n'avoir jamais lu un ouvrage contemporain d'une telle force et d'une telle hauteur de conviction. Son premier roman, plusieurs fois primé par les lecteurs, Le Miel, est paru en 2014 aux éditions Gallimard. Slobodan Despot évoque pour nous l'art européen et le sentiment de la nature. Je vous remercie de cette présentation flatteuse, mais je dois vous dire, mesdames et messieurs, que combien que l'invitation qui m'a été faite de parler du sentiment de la nature dans l'art européen ici devant vous ait pu être un honneur et un défi pour moi, autant la honnêteté me commande de vous dire que je suis totalement incompétent pour en parler. Il est vrai que cette invitation, tout en évoquant les sujets les plus redoutés des baccalauréats, par leur ampleur, par l'ampleur de l'ère géographique et de l'ère conceptuelle qu'elle couvre, eh bien, cette invitation me rappelait que dans une vie antérieure, j'avais passé une licence d'histoire de l'art avant d'oublier complètement mes études universitaires que je considérais comme complètement inutiles. Je suis obligé de vous livrer ces quelques considérations personnelles pour pouvoir enchaîner ensuite sur ce qui me semble être une substitution honnête et sincère à un exposé érudit ex cathedra, qui de toute façon n'aurait pas pu rivaliser avec celui d'un penseur, d'un érudit comme Alain Benoît qui m'a précédé. Donc, ce n'est pas en tant que commentateur ou qu'érudit que je vais vous parler, mais comme producteur. Je ne sais pas, il y a peut-être une chance que vous voyez apparaître un diaporama. S'il ne passe pas, ce n'est pas grave, mais enfin j'ai proposé aux organisateurs de diffuser une trentaine de photographies qui ont trait au sentiment de la nature, qui sont mes photographies, puisque je suis également photographe, je publie des livres de photographie, et qui ont soutenu, qui ont été l'appui de ma propre méditation sur la nature et sur l'art depuis l'âge de 16 ans, lorsque j'ai commencé avec un appareil photo à pellicule à tenir ce que j'appelle une photobiographie, c'est-à-dire une chronique de ma propre vie et de la vie de mon entourage en photo. Et ce qui m'a frappé dans ces 30 ans de travail, que je n'ai d'ailleurs pour l'essentiel pas tout publié, c'est qu'un très grand nombre de ces photos étaient des représentations de la nature. Mais que très peu de ces photos, telles celle-ci, enfin, justement celle-ci n'en est pas un exemple, très peu de ces photos étaient simplement des vues de la nature. C'était plutôt des vues de l'homme dans la nature, de l'œuvre humaine, architecture, maison, signes, écriture, dans la nature. Et en me rendant compte que la nature était le sujet essentiel de mon travail de photographe, puis d'écrivain, je me suis demandé quelle était la nécessité de cette thématique-là pour quelqu'un comme moi, pour un Européen. Je me considère comme un Européen accompli, puisque je suis d'origine serbe, slave, que je vis en Suisse, que le français est ma langue, j'allais dire maternelle, enfin ma langue d'usage, et que la culture et la civilisation française me sont les plus proches de tout ce dont j'ai hérité. À mes yeux donc, la nature, le rapport à la nature à travers l'art, photographie, puis roman, a été l'outil
d'une révolte contre le monde moderne. Je cite à dessein le titre du livre de Julius Evola que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Pourquoi une révolte contre le monde moderne? Et pourquoi la nécessité d'une telle révolte? D'abord, parce que, de nouveau, c'est subjectif, mais ça va déboucher sur d'autres choses. Et je suis quelqu'un de phobique, bourrelé de phobies, et des phobies qui sont très souvent visuelles. J'avais en tant qu'enfant la phobie des bonbonnes de gaz, des locomotives à vapeur, des armes à feu, et de tout artefact industriel. C'est comme ça. Pour moi, la nature était un refuge depuis le plus jeune âge. D'abord comme campeur, à l'école buissonnière, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle ainsi. Et pourquoi? Parce que c'était pour moi l'image d'une altérité radicale, un autre que moi, que l'humain, la subjectivité de la conscience humaine qui existe et qui m'impose ses lois. C'était une façon d'aller vers soi en même temps. Marcher vers soi est un essai que j'ai écrit à ce sujet. C'était pour moi une manifestation immédiate de la grâce divine, puisque je suis croyant, chrétien, orthodoxe, et un refuge face à ce monde moderne dont je vous parle. Quand nous parlons de l'art, je crois que c'est une distinction très scolaire que je vais faire, mais qui est nécessaire, ça recouvre deux choses dans nos langues bien distinctes et que nous n'avons jamais pris la peine de vraiment dissocier. L'art, c'est à la fois l'artisanat, la technique, c'est-à-dire la façon de faire, une habileté humaine consistant à savoir faire des outils, imiter la nature, se substituer à elle au besoin. Et c'est en même temps la liturgie, c'est-à-dire la célébration de quelque chose qui est plus grand que nous et qui est l'occasion de notre sublimation. Évidemment que l'art dont nous parlons aujourd'hui, ici, c'est l'art de la sublimation. C'est l'art liturgie, c'est l'art célébration, c'est l'art mystique. Mais l'art, au sens technique, c'est en revanche tout le contexte qui nous entoure. L'art, en tant que technique, dans l'évolution de notre civilisation européenne, a largement supplanté l'art liturgique. Il nous a donné des outils et un pouvoir que nulle civilisation, jamais, en tout cas de mémoire, je ne vous parle pas de l'Atlantide ou de ce que peut-être révèle la destruction des très anciennes villes, cités indiennes de Mohenjo-Daro et Harappa. Peut-être qu'il y a eu une civilisation jadis qui connaissait aussi l'arme nucléaire, mais manifestement elle n'a pas duré suffisamment pour nous le faire savoir. Je dis que dans l'histoire de l'humanité connue, ce que l'Europe a réalisé, c'est une quasi-substitution des lois de la nature par des lois de l'art humain. Mais l'art qui donne artillerie, par l'art qui donne les fresques. L'art, c'est, à mon avis, dans ces deux acceptions, l'une des plus importantes, sinon la plus importante caractéristique de la modernité. Le sujet donc dont nous occupons aujourd'hui est doublement pertinent, doublement intéressant. L'art européen, c'est à la fois une contribution à l'histoire universelle des formes,
qui comprend l'Égypte, qui comprend l'Inde, qui comprend l'Océanie, qui comprend l'Amérique du Sud. Et c'est aussi une contribution tout à fait singulière à quelque chose qui est en germe dans toutes les civilisations probablement, mais que seule la civilisation européenne a mené à son terme, à savoir une élimination quasi totale, en tout cas une volonté d'élimination quasi totale de la part providentielle dans notre existence, à savoir la part incontrôlable par nous, et sa substitution par une ingénierie. Cette ingénierie, ça a été l'administration du blé et de l'eau en Mésopotamie, ça a été les aqueducs chez les Romains, ça a été l'architecture, médiévale, l'architecture Renaissance, ça a été l'invention de la perspective dans l'art, dans la représentation au Moyen-Âge en Europe, c'est-à-dire une façon de représenter, comme dans un dessin technique, la réalité, non pas selon une hiérarchie subjective du regard, mais selon une hiérarchie pseudo-objective des mathématiques. Et donc, cette ingénierie a simplement poursuivi son chemin avec le développement des armes, avec le développement de l'éthique spécifique liée aux armes et qui va instiller dans nos têtes l'idée que la fin justifie les moyens et que celui qui a les meilleurs moyens, les plus puissants, les plus destructeurs, finira par avoir raison. Et puis ensuite, là nous sommes à l'aube du XXe siècle, avec cette logique-là, nous sommes dans les extraordinaires courses d'armement de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième, et puis ensuite nous arrivons à d'autres formes d'ingénierie dont nous sommes témoins aujourd'hui, la volonté de contrôler génétiquement l'évolution de notre espèce, la volonté de changer le rapport des sexes, de les abolir. Bref, une véritable œuvre démiurgique, où l'humanité, plus exactement une partie infime de l'humanité, se substitue à l'œuvre du hasard, si l'on en croit Monod, ou du divin, si l'on en croit le reste de l'humanité, dans la construction de la réalité où nous sommes. L'Europe, de ce point de vue-là, c'est l'Occident. Et l'Occident, c'est, comme le disait le gnostique Raymond Abellio, le lieu où la conscience devient majeure. L'Occident, disait Abellio, ce sera peut-être demain la Chine, lorsque quelqu'un d'autre reprendra le flambeau de cette conscience-là. Mais là où la conscience humaine devient majeure, c'est-à-dire où elle s'affranchit de toute transcendance, où elle s'affranchit de toute dépendance vis-à-vis d'un incontrôlé, d'une force supérieure à la sienne même, c'est là qu'existe l'Occident. C'est ce qui définit l'Occident. Ce qui définit l'Occident, c'est l'immanence, c'est-à-dire la décision d'une partie de l'humanité de reprendre en main les rênes de son devenir, les rênes de son bien-être, les rênes du devenir général de la planète. Et évidemment, ce qui implique forcément le devenir des générations futures qui pourtant n'ont pas demandé ni choisi d'être façonnées par la génération présente. L'Europe est le lieu du pire cauchemar qui ait jamais pu affecter l'humanité. Et elle y est arrivée par l'art technique et l'art liturgique. L'un est quelquefois un remède à l'autre.
réflexion, dont je vous fais part de manière un peu brouillonne, elle repose sur 30 ans de travail photographique, également littéraire, mais ça c'est récent, où je me suis demandé quelle est la place que nous occupons et pourquoi voulons-nous changer de place à l'intérieur du paysage que nous voyons autour de nous. Qu'est-ce qui nous autorise à nous substituer à l'englobant? Pourquoi devrions-nous, de contenu, devenir contenant? Dans un livre capital, à mon avis, de l'auteur anglais C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, que tous les jeunes connaissent, un livre qui est très court et qui s'intitule L'abolition de l'homme, il y a une réflexion de 60 pages environ, mais extrêmement dense, et qui part des a priori que notre époque, c'est-à-dire la sienne, c'est-à-dire le 19e, 20e siècle, débutant, entretient sur l'art. Les auteurs d'un manuel scolaire commentent une scène relatée dans un livre où deux femmes promeneuses touristes arrivent devant une cascade et l'une d'entre elles dit « Ceci est sublime », cette cascade. Et l'autre dit « Oui, je trouve le lieu agréable », en gros, je cite de mémoire. Et C.S. Lewis, donc, commentant les commentateurs de cette scène, qui sont des auteurs de manuels de littérature pour les classes terminales, l'équivalent des classes terminales en Angleterre, il nous dit ceci. Voilà, que nous disent les représentants de la pensée dominante? Ils nous disent ceci: la femme qui dit ceci est sublime est dans l'illusion, car rien n'est sublime en dehors de son jugement. Tandis que celle qui dit je trouve ça plutôt bien, elle est honnête. Elle ne peut dire sur la réalité que son propre sentiment du moment. Autrement dit, la pensée dominante, telle que l'épingle dans ce cas-là C.S. Lewis, est un triomphe de cette tradition de pensée qui est également très européenne et qui est le nominalisme, dont la bataille avec le réalisme depuis Aristote jusqu'à nos jours peut résumer le conflit interne de la civilisation occidentale. Malheureusement, à mon avis, moi qui suis réaliste, le nominalisme l'a emporté, en particulier à partir de la Renaissance, de l'époque des Lumières, et aujourd'hui, il connaît un véritable triomphe. Dans un ouvrage qui s'intitule Gouverné par le chaos, dont l'auteur n'a pas signé son texte, mais il semblerait que ce soit un philosophe, un sociologue bien connu, ouvrage qui vient de paraître en 2014, il est dit ceci: telle qu'elle subsiste à l'état naturel, la vie pose problème au pouvoir, car il y a toujours en elle quelque chose qui échappe au contrôle. Le Gestell, terme allemand heideggerien, ou la réécriture intégrale du réel, pour en fournir une version mieux contrôlée, idéalisée, perfectionnée, et donc non seulement l'horizon de pratiquement tous les pouvoirs politiques depuis l'avènement des sociétés de masse, mais également le fil conducteur de tous les grands utopistes qui se sont toujours mis spontanément au service du prince. Et là, nous vivons aujourd'hui, vous le voyez en France, une utopie où les mots remplacent la réalité. Le Gestell, difficile à traduire, je crois qu'Alain Finkielkraut a essayé de donner plusieurs équivalents à ce mot. Le Gestell, c'est la mise à disposition, l'objectivation de la réalité elle-même, qui, grâce aux outils de la science, autrement dit de l'art, peut être manipulé, retourné, trituré, pour devenir autre chose. À la Renaissance, dans la tradition alchimique, dans la tradition maçonnique, on pensait
pouvoir altérer la matière même de la nature par des opérations physiques ou chimiques. Puis on s'est rendu compte, grâce au triomphe dévastateur du nominalisme, notamment dans les traditions universitaires, qu'il n'y avait pas besoin du tout d'intervenir sur la matière physique de la nature elle-même, la réalité. Il suffisait d'intervenir sur les mots. Donc, nous faisons face à un projet dont l'art technique, la façon de faire, l'art maîtrise, l'art immanence et le fer de lance et l'outil. Et face à ce projet, qui grosso modo consiste à soumettre le devenir de l'humanité, de son écosystème et de la planète à la volonté, à la connaissance et au projet, au but d'une minorité de l'humanité, celle qui possède les moyens de la recherche, de la production, de l'information. Face donc à ce projet, il y a l'autre versant de l'art liturgique, qui, depuis la nuit des temps, a donné des voies de recours. Pour moi, qui avais cette conscience précoce de la monstruosité absolue de la société dans laquelle nous vivons, le refuge dans la nature a été le seul remède. La représentation de la nature avec la présence intégrée de l'homme en elle a été la seule consolation. Je suis croyant et je me suis rendu compte, mais très tard, que je ne suis pas religieux. La religion, selon le philosophe Béla Rambash, hongrois, qui malheureusement n'a toujours pas été traduit de manière importante en français, la religion et la science, selon lui, étaient uniquement des réponses que ce que l'homme s'était inventé pour faciliter pratiquement les difficultés, pour alléger les difficultés de sa vie sur Terre. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'alléger, il vaut mieux ouvrir les yeux. Donc je ne suis pas religieux. Comme le dit Béla Rambash, la civilisation et tout ce qu'elle englobe n'est pas un enseignement, mais une attitude, un mode de vie qui va dans la direction de la solution la plus aisée en apparence. Face à cela, à cette civilisation dont l'art technique, la maîtrise est le pendant presque obligé, puisqu'il résout ces problèmes-là au fur et à mesure, tout en créant d'autres, mais en nous donnant l'impression que tout va de mieux en mieux et que nous maîtrisons de mieux en mieux les choses, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Face à cela, nous avons uniquement une nostalgie d'une réalité possible qui était autre. La nostalgie de ce que les penseurs de la tradition, comme René Guénon, appellent l'état primordial. Étant donné que la religion elle-même est, selon moi, intégrée au dispositif de l'imitation et de la substitution des conditions réelles dans lesquelles l'humanité vit. Le mystique allemand Bader dit que l'univers physique actuel n'est que le tas de décombres fumants de l'univers originel. L'art, au sens liturgique, est une quête de l'univers originel. C'est une nostalgie de l'univers originel. Cette nostalgie, on la voit dans toutes les époques, et elle est toujours cachée, exprimée dans le rapport de l'artiste à la nature. Pourquoi les artistes de la Renaissance, lorsqu'ils peignent le portrait d'un prince florentin, dépeignent-ils dans les arrière-plans des estuaires, des brumes, des barques, des oiseaux qui passent? C'est comme pour dire, voici au premier plan
la puissance de ce monde qui m'a commandé mon tableau. Regardez comme il est beau, comme je l'ai bien représenté, il va me payer cher parce que je l'ai rajeuni, aminci, je lui ai donné un œil de faucon alors qu'il est bigleux. Mais derrière lui, j'ai placé l'immuable. Et c'est l'immuable qui m'intéresse. La chrétienté a, dans son origine, un message, je le dis comme c'est très, très personnel, mais je partage ce point de vue de nouveau avec Béla Rambache qui a publié un énorme travail, un très grand livre qui s'intitule Scientia Sacra, sur la transmission des connaissances d'avant ce qu'on pourrait appeler le Kali Yuga, c'est-à-dire entrer dans une période de divorce avec la nature et du divorce de l'homme avec soi-même. La chrétienté, donc, avait, dans la parole du Christ, un message qui est une révélation immédiate, sans besoin de religion, de tout l'enseignement que porte la tradition, à savoir le royaume que nous cherchons, dont nous avons la nostalgie, n'est à la fois pas de ce monde et à la fois il est en nous. C'est l'Advaita des hindous. Advaita, le nom du être. Ce n'est pas ailleurs, c'est en nous, mais ce n'est pas là. Il faut y entrer. Tout artiste, dans ses rapports avec la nature, réalise l'Advaita. Il intègre l'homme, le regard de l'homme, votre regard, dans une nature reconstituée dont vous sentez faire partie comme vous l'étiez originellement, et non comme l'ingénieur au sens du manipulateur de la nature, qui considère cette nature comme un Gestell, c'est-à-dire comme une matière malléable mise à disposition. Vous êtes dans un tableau, face à un tableau, vous êtes dans l'adoration, vous êtes dans la présence totale, vous êtes dans l'Advaita, dans le nom du être. Je pense que ces quelques considérations, un petit peu brouillonnes, ne peuvent pas restituer évidemment une vision du monde complète, ni, comment vous dire cela, ni autre chose, vous livrer autre chose qu'une appréciation subjective du sujet. Mais étant producteur plutôt que glosateur, étant dans l'expérience plutôt que dans le concept, je ne pouvais pas faire autrement que d'essayer de ramener en parole des choses qu'il m'est beaucoup plus facile d'exprimer par les photographies. Quoi qu'il en soit, il me semble que l'époque où nous vivons, en particulier les 10 ou 20 dernières années, curieusement, mon ami auteur et grand inspirateur d'idées, Alexandre Zinoviev, qui est mort en 2002-2003, me l'avait dit, nous entrons dans une époque où toutes les valeurs qui soutenaient comme des piliers la civilisation occidentale vont s'engloutir avec le naufrage de l'Union soviétique. Depuis le naufrage de l'Union soviétique, effectivement, toutes les valeurs se sont englouties. L'art contemporain, l'art moderne, l'art de l'état culturel, l'art subventionné, l'art financiarisé, dont parlait Philippe Conrad, est un art de la laideur, parce que
Il n'a pas d'autre ambition que de représenter de manière immanente la situation d'où il est né et à laquelle il retourne. Il est merde, il retourne à la merde. Et il représente la merde. En revanche, l'art qui ne compose pas avec cette coprophagie, qui regarde des horizons qui n'ont jamais changé, il existe aujourd'hui encore. En particulier, il existe beaucoup de peintres, il existe des écrivains, il existe des poètes qui ont cet horizon-là devant les yeux. Et il incarne exactement la même lutte, exactement la même espérance, apolitique, areligieuse. Si j'ose me permettre, intellectuelle, que celle du peintre florentin qui vous a mis de si beaux arrière-plans derrière la tronche du prince.